Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde thématique sur les sujets techniques liés au projet Barmar. Je suis Jean Vera, je vais animer cette table ronde aujourd'hui. Quel est son objectif? C'est de vous éclairer sur les aspects les plus techniques qu'on n'a pas toujours le temps de traiter lors d'une réunion classique. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un peu au fond des choses, c'est le cas de le dire pour un projet offshore, avec des experts de ces aspects techniques, que je vais tout de suite vous présenter. Donc, à ma gauche, Roger Calderer. Bonjour à tous, je suis Roger Calderer, je suis un biologiste marin chez Tecnoambiente. Tecnoambiente, c'est une entreprise de consultation environnementale spécialisée dans le milieu marin qui est basée à Barcelone. Bonjour à tous, moi et à toutes. Moi, je suis Thomas Hulot, responsable de projet pour la société Barmar. Et donc, je suis là pour présenter le projet et pour expliquer un peu en détail la façon dont on imagine construire cette canalisation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Mathieu Chorial, chef de projet chez Worley. Et Worley qui intervient comme société d'ingénierie pour supporter le Barmar avec une partie, ce qu'on appelle Honor Engineers. Donc c'est revue de la documentation technique et s'assurer des aspects techniques du projet. Bonjour à tous, mon nom est Christophe Rassier, je travaille chez Doris Marine, une société d'engineering spécialisée dans l'engineering marine et particulièrement offshore, et je suis moi-même plus spécialisé encore dans les canalisations sous-marines. Merci. Donc, le but est de vous éclairer en posant quelques questions sur ces aspects techniques. Pour commencer, on va d'abord resituer le projet. Et pour cela, je vais laisser donc Thomas Hulot, de Société Barmar, vous présenter d'abord les grandes lignes du projet, puis les aspects techniques. C'est à vous, Thomas. Merci Jean. Alors effectivement, on va d'abord vous expliquer un petit peu le pourquoi on est là. On est là pour parler d'un projet qui s'appelle Barmar. C'est un projet, mais c'est aussi une société de projet qui a été créée en juillet de 2025. Et c'est une société qui a été créée par 3 actionnaires principaux. Les 3 sont des sociétés qui sont des transporteurs de gaz historiquement et qui aujourd'hui se sont réunis autour de cette société de projet pour construire cette infrastructure de transport d'hydrogène. Donc ces 3 sociétés sont Enagas, le transporteur historique de gaz naturel en Espagne, Natran et Terega, les transporteurs historiques de gaz naturel en France. Cette canalisation Barmar, elle est là pour répondre à 2 objectifs européens majeurs. Le premier objectif, c'est la décarbonation. L'hydrogène qu'on va transporter dans cette canalisation va être là pour remplacer un hydrogène gris qui est émetteur de CO2 dans l'industrie et donc permettre à l'Europe de décarboner son industrie. Et c'est aussi un enjeu majeur de souveraineté énergétique qui, par les temps qui courent, sont un enjeu majeur aussi pour l'Europe afin de profiter des capacités de production européennes pour l'industrie en Europe. Rapidement, les composantes de ce projet, c'est tout d'abord une station de compression à Barcelone. Donc c'est une installation qui va nous permettre de pousser le gaz dans la canalisation et de le faire cheminer de Barcelone à Fos-sur-Mer. Une canalisation qui s'étend sur le plateau continental, on va en parler juste après, et donc qui fait environ 400 km entre Barcelone et Fos-sur-Mer. On parle d'une canalisation qui fait environ 1 mètre de diamètre, qui va être posée à une profondeur entre 50 et 120 mètres environ. Une pression maximale de l'ordre de 100 bars, ce qui est tout à fait classique pour les transporteurs de gaz que nous sommes. Et puis une capacité cible à terme qui est de transporter 2 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable par an. On est sur un projet avec un budget un peu supérieur à 2,1 milliards d'euros. En ce qui concerne la localisation du projet, la première étape de ce projet, c'est de définir le meilleur endroit pour installer notre canalisation. Et pour ça, on a défini une aire d'étude restreinte que vous voyez ici en rose pâle. Cette aire d'étude restreinte, elle a voulu dans un premier temps déjà éviter un certain nombre d'enjeux et notamment 3 zones que nous avons exclues. La bande côtière que vous voyez ici en vert et qui est une zone avec une profondeur d'eau inférieure à 50 mètres. Cette bande côtière, elle rassemble beaucoup d'enjeux écologiques avec notamment des herbiers qui se développent à des profondeurs inférieures à 50 ou 40 mètres, donc les herbiers de Posidonie qui sont un des habitats les plus sensibles de Méditerranée.
On a aussi des canyons qui sont aussi des lieux de biodiversité très intéressants et très riches en Méditerranée et qui présentent aussi des pentes fortes et aussi une instabilité des terrains qui nous a conduit à éviter cette zone pour la pose de la canalisation. Et enfin, vous avez la plaine abyssale dont on reparlera tout à l'heure. C'est une zone profonde en Méditerranée. On parle de 2600 mètres de profondeur. Et dans cette zone, on a effectivement beaucoup de contraintes techniques qui nous imposent et nous empêchent de poser la canalisation dans ces eaux-là. Une fois qu'on a défini cette aire d'étude restreinte, que vous voyez donc en rose pâle, on a essayé de poser au sein de cette aire d'étude un fuseau d'études. Donc on a restreint un petit peu le périmètre en tenant compte d'un certain nombre d'autres enjeux, de l'éolien offshore que vous voyez en bleu et qui s'implante à plusieurs endroits du plateau continental en Méditerranée, que ce soit en France ou en Espagne, et aussi certaines zones qui ne sont pas forcément mentionnées dans cette carte, mais des zones protégées sur le plan environnemental, notamment la zone Natura 2000 de Camargue, qu'on voit près de Fos au nord du fuseau. On a essayé aussi de s'implanter dans les zones qui, selon les cartographies et les données existantes, étaient potentiellement les moins riches dans le parc naturel marin du golfe du Lion que le projet traverse. Et c'est ainsi qu'on a défini donc notre fuseau d'études. L'objectif maintenant, c'est d'étudier en détail ce fuseau d'études. Et donc, on a plusieurs campagnes, qu'elles soient techniques ou environnementales, qu'on mène en mer en ce moment et qui vont nous permettre de choisir le tracé de moindre impact. On compte aussi sur la concertation et sur les participations du public pour contribuer justement à nous permettre de choisir la meilleure localisation pour ce projet. La canalisation qu'on souhaite poser, c'est une canalisation qui fait, on le disait, 1 mètre de diamètre, un tout petit peu plus, on parle de 1050 mm de diamètre. Et c'est une canalisation qui est constituée de 3 couches. Une première couche d'acier, on parle d'environ 3 cm d'épaisseur d'acier. Cette couche d'acier, elle est revêtue par ce qu'on appelle, on a mis ici plastique PEHD, en fait c'est un revêtement anti-corrosion qu'on installe sur nos canalisations pour empêcher justement qu'elle soit corrodée et qu'elle puisse résister à l'épreuve du temps. Et enfin, on a un revêtement béton qui fait 50 mm environ et qui est là à la fois pour stabiliser la canalisation et la protéger. À terme, ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on souhaiterait faire avec cette canalisation. C'est-à-dire que partout où ce sera possible, on va essayer d'enfouir la canalisation avec une profondeur d'environ 1 mètre au-dessus de la canalisation, 1 mètre de sédiment. Donc partout où ça sera possible, c'est-à-dire partout où le sédiment est meuble, ce qui est relativement le cas partout aujourd'hui sur tout le territoire français du projet. Bien sûr, on est sur une canalisation qui est étanche et on va parler un peu plus tard de la façon dont on s'assure de tout ça. Au final, ces canalisations de transport d'hydrogène, c'est assez ressemblant avec des canalisations offshore de transport de gaz naturel. En ce qui concerne les travaux, on a un bateau principal qui est un bateau de pose qui va cheminer le long du tracé et qui va déposer la canalisation au fond de l'eau. Mais avant de la déposer, c'est en fait une véritable usine flottante qu'on a sur ce bateau puisqu'on va passer par plusieurs étapes de soudure bout à bout de tubes qui font tous 12 mètres et qu'on va souder ensemble et dont on va contrôler toutes les soudures pour s'assurer de leur intégrité. Donc on en parle juste après. Ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est la façon dont la canalisation est déposée au fond de la mer, donc avec un bateau qui dispose d'un bras articulé à l'arrière qui s'appelle un stinger, qui va nous permettre de nous aider à positionner la canalisation exactement à l'endroit où on l'a souhaité au moment des études. On s'assure que cette canalisation elle soit bien posée au bon endroit avec un robot de suivi, un navire de suivi qui dispose d'un robot sous-marin et qui nous assure que la canalisation est bien posée à l'endroit où on le souhaitait grâce aux résultats de nos études. En ce qui concerne l'assemblage, je vous ai parlé d'un bateau-usine. Effectivement, le bateau se fait livrer des tubes qui font 12 mètres, qui sont déjà, on va dire, pré-revêtus sur quasiment toute leur longueur, à part aux extrémités, revêtus à la fois avec le revêtement anti-corrosion dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi revêtus avec le béton dont on a parlé tout à l'heure, qui sert à lester la canalisation et à la stabiliser et également à la protéger. Aux extrémités, on est sur de l'acier nu et à l'intérieur du bateau, on va préparer les extrémités pour pouvoir les souder et on va souder entre eux ces tubes de 12 mètres avant de contrôler la soudure soit par radio, soit par ultrason
Et enfin, on va réaliser un nouveau revêtement au droit de cette soudure. Donc, c'est-à-dire qu'on va refaire un revêtement anti-corrosion pour couvrir complètement l'acier nu à l'endroit où on a fait notre soudure. Et enfin, on va rajouter un revêtement au-dessus de ce revêtement anti-corrosion qui sera généralement une mousse polyuréthane rigide qui nous permettra d'assurer que la forme de la canalisation au final soit parfaitement cylindrique sur toute sa longueur. Une fois que cette canalisation est assemblée, ensuite, on procède à la pose qu'on appelle en S, qui nous permet de déposer la canalisation au fond de la mer. Donc là, c'est un schéma un peu plus technique de la façon dont on pose une canalisation avec cette technique de pose en S. Et peut-être que Christophe, tu peux nous dire 2 mots sur cette technique. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, on appelle ça la pose en S parce que ça ressemble tout simplement à un S. Alors, ce qui est important là-dedans sont 2 équipements. Ce qu'on voit, c'est un tensionneur. Alors, il faut savoir que ces barges qui font à peu près, dans le cas du projet, 300-400 mètres de long, c'est quand même 4 terrains de football. Donc, à l'intérieur, il y a de la tension pour tensionner les pipelines pour qu'ils gardent une forme à peu près rectiligne, mais quand même en forme de S, et ne se cassent pas. Donc, de l'ordre de 1000 tonnes à peu près pour certaines barges. Et au bout de la barge, ce qu'a décrit Thomas, c'est-à-dire qu'on a un stinger qui va s'adapter en fonction de la profondeur et qui va plus ou moins être plus ou moins vertical pour accompagner le pipeline le plus loin possible. Voilà. Donc ces 2 éléments permettent de garder les contraintes dans le pipe et d'éviter que celui, bien sûr, s'il n'y avait pas ni de stinger ni de tensionneur, celui-ci, bien sûr, serait impossible à poser. Voilà. Merci Christophe. Ensuite, on vous a parlé de l'enfouissement, en tout cas de la protection de la canalisation. Donc il y a plusieurs cas de figure. Comme on vous disait, en France, effectivement, on est sur un sol qui va être sableux sur la très grande majorité du tracé côté français. Et donc on va pouvoir enfouir ou ensouiller la canalisation. Donc le schéma de gauche vous montre une espèce de charrue qu'on utilise pour ce type d'installation. Donc on pose la canalisation au fond et puis ensuite on tire cette charrue, on vient poser cette charrue au-dessus de la canalisation qui va la soulever et creuser un sillon à l'intérieur duquel la canalisation vient se poser. Et on vous montrera des images de ce que ça donne en fin de présentation sur des photos réelles de canalisation qui ont été installées et ensouillées de la sorte. L'autre solution, c'est particulièrement le cas quand on a des fonds rocheux, c'est de protéger la canalisation avec un enrochement. Donc on utilise des bateaux qui récupèrent de la roche, des blocs de roche, et qu'on vient déposer autour de la canalisation tout en essayant de conserver une forme qui permette de poursuivre les usages au-dessus de la canalisation, la pêche par exemple ou autre. Et ça nous permet en zone rocheuse, là où on ne peut pas ensouiller la canalisation avec cette espèce de charrue dont on a parlé, de quand même garder une canalisation qui soit protégée. Cette protection de la canalisation, elle est importante surtout quand il y a des enjeux. Dans le cadre de nos études, on s'assure justement d'étudier les enjeux autour de la protection de la canalisation et il peut arriver que dans certains endroits du tracé, il n'y ait pas de pêche particulièrement ou pas de navigation en tout cas suffisamment intense pour qu'on considère nécessaire de protéger la canalisation. La canalisation, on en a parlé, c'est quand même 3 cm d'acier, 5 cm de béton par-dessus, et donc on est quand même sur un ouvrage qui est déjà assez rigide. Et donc dans certains cas où on ne pourra pas ensouiller la canalisation, et donc peut-être plus particulièrement en Espagne, il y aura une réflexion à mener sur est-ce qu'on enroche ou est-ce que simplement le fait de laisser la canalisation au fond avec sa protection naturelle entre guillemets et son revêtement béton, c'est suffisant pour cet ouvrage-là et pour certaines portions du tracé en Espagne. Point de focus particulier sur les travaux d'atterrage. Donc là, on parle des 2 extrémités de la canalisation à Barcelone et à Fos. On a pour la transition terre-mer une technique un peu spécifique qui consiste à réaliser ce qu'on appelle des micro-tunnels. Donc un micro-tunnel, c'est un petit tunnel, comme son nom l'indique, qu'on va creuser depuis la terre vers la mer. Et ce petit tunnel, une fois qu'il est constitué, va nous permettre de glisser une canalisation qu'on va construire cette fois depuis la mer, toujours sur notre bateau, la faire glisser à l'intérieur de notre tunnel pour pouvoir justement assurer la transition terre-mer et poursuivre la construction de la canalisation ensuite à terre. Donc le projet Barmar, c'est, on l'a dit, quasiment 400 km de canalisation.
quelques centaines de mètres en terrestre côté fosse, quelques centaines de mètres aussi côté terrestre, côté Barcelone. Donc c'est quand même essentiellement un projet offshore, mais cette interface entre la terre et la mer est réalisée donc de cette façon avec une technique de microtunnel. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation du projet et place aux questions maintenant. Merci. En effet, on reviendra parfois sur des éléments de présentation pour appuyer certaines explications. Donc le but, c'est avant tout de faire de la vulgarisation aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet qui a un fort contenu technique. Des canalisations sous-marines, on en construit un peu partout dans le monde, mais on en construit quand même pas tous les jours, surtout en France. Ma première question, elle est pour Christophe Rassier. Des canalisations comme ça, d'1 mètre de profondeur, entre 50 et 120 mètres de profondeur, est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Ça a déjà été réalisé, ce type de prouesse technique? Alors, je n'irai pas jusqu'à prouesse. Oui, ça existe. Je veux dire, vous allez en mer du Nord, c'est relativement commun. Beaucoup de leurs pipes qui viennent de tous les pipes qui ont amené le gaz de la Norvège vers les Angleterres ou vers l'Europe, tout simplement vers la France, Dunkerque. Tous ces pipes faisaient 42 pouces, exactement le même diamètre que celui de Barmar, et avec des longueurs qui étaient bien supérieures et des profondeurs qui dépassaient certains 200 mètres de profondeur. Donc c'est pas une prouesse technique. Voilà. Mais ceci dit, on a vu dans la présentation qu'il y a la plaine abyssale. Alors là, on parle de profondeur totalement différente, 2600 mètres, qui a été évitée. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, voire impossible, de faire ce type de canalisation à une très grande profondeur, au-delà des 2000 mètres? Alors tout simplement à cause de la pression hydrostatique, la pression qu'on a à 2600 mètres, il faut vous imaginer, vous avez 260 bars de pression. Donc il faut que la canalisation puisse résister à 260 bars de pression. Et plus le diamètre est important, et plus il faut mettre de l'acier. Et on arrive à la fin à une impossibilité, c'est-à-dire que aussi bien au niveau de l'engineering, c'est-à-dire du design, de la conception de la canalisation, et il faut imaginer après d'ailleurs, qu'on en a parlé juste avant, de l'installation, c'est-à-dire que le bateau doit pouvoir l'installer. Et là, ça pèse très 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 lourd, quoi, grossièrement. Donc pratiquement, vous devez installer au fond un sous-marin, c'est-à-dire avec des épaisseurs qui font 7 cm d'épaisseur, ce qui est énorme. Alors, à l'écran, justement, on voit un diagramme qui montre, alors si vous allez nous le commenter, mais qui montre le diamètre des pipelines par rapport à la profondeur d'eau. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on voit qu'à certaines profondeurs, il n'y a plus certains pipelines en fait? Je vais vous dire, si on prend par exemple le pipeline qui sont vers les 40-42 pouces qui intéressent Barmar, on s'aperçoit qu'on doit maximum être aux alentours de 500-800 mètres de profondeur, je veux dire. Donc à partir de cette profondeur, la pression est très importante. Donc il faut avoir des épaisseurs d'acier très importantes pour résister. Donc ce qui veut dire épaisseur d'acier importante, donc poids important, donc difficulté à installer. Et également, il ne faut pas oublier que ces barges coûtent très très cher. Donc des bateaux comme ça, je veux dire, c'est de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros par jour. Donc dessus, toutes les opérations sont réalisées, c'est-à-dire l'opération de soudure notamment. Donc plus l'épaisseur est importante et plus vous prenez du temps à souder. Plus les épaisseurs sont importantes également et plus également vous avez des risques de défaut de recommencer. Donc à la fin, c'est un projet qui peut devenir même titanesque, quoi, je veux dire, à ces profondeurs pour ces pipes. Donc généralement, ce qui se passe, et qu'on le voit très bien à l'écran, c'est que des pipes qui arrivent aux profondeurs de 2000, tout simplement 1500 mètres de profondeur, on réduit tout simplement le diamètre et on passe à des diamètres beaucoup plus courts, pas courants, mais je veux dire de l'ordre de 20-24 pouces, mais on ne reste pas à 42 pouces. Merci. Alors, tous ces projets que l'on voit sur ce diagramme, ce sont des projets, enfin des canalisations qui sont pour la plupart en service, qui transportent du gaz naturel ou du pétrole. Qu'est-ce qui se passe quand on transporte de l'hydrogène? Peut-être Mathieu Chorial, vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est très différent finalement de transporter de l'hydrogène par rapport à des hydrocarbures? Alors d'abord, ce qui est intéressant aussi de préciser sur le diagramme là, c'est qu'on s'imagine souvent que c'est la pression intérieure, qui est la pression de transport de l'hydrogène ou du méthane dans ce cas-là, qui va définir l'épaisseur d'acier dont on a besoin, mais bien souvent, et c'est la limite ici, c'est que c'est la pression extérieure effectivement qui va
qui va définir la pression, qui va définir l'épaisseur d'acier et qui va du coup définir les limites de profondeur d'eau en fonction de la taille de la canalisation. Et après, pour effectivement la différence qu'on a dans le cas du Barmar, c'est le transport de l'hydrogène. Et là, transporter de l'hydrogène sur Terre, ça, on sait faire dans des canalisations. En effet, il y a il y a plus de 2000 km de canalisation hydrogène en Europe, essentiellement aux Pays-Bas et en Allemagne. Et là, la différence essentielle, c'est de le transporter en mer. Et le fait de transporter de l'hydrogène, en fait, ça amène une différence majeure dans le fait que les molécules d'hydrogène, comparées aux molécules de méthane, sont beaucoup plus petites. Et elles vont avoir tendance à vouloir se mettre dans les défauts, justement, comme le disait Christophe, dans les défauts de l'acier. Donc quand on fait les soudures, il faut être effectivement beaucoup plus pointilleux dans la détection des défauts. Et effectivement, quand on aura la barge en mer qui fera l'installation, ou les tubes qui seront produits par les fabricants, là, il faudra avoir des contrôles qualité qui seront du type de ceux qui sont appliqués sur les conduites les plus extrêmes qu'on peut voir sur ce diagramme. Voilà, mais après, c'est des choses qu'on sait faire sur Terre et qu'il faut juste amener en mer. Alors, est-ce qu'il y a un standard justement international qui existe? Parce qu'on peut penser aussi que forcément pour le public, il y a des enjeux de sécurité. Il faut que cette canalisation soit robuste. Comment est-ce qu'on s'assure au niveau international de répondre à toutes les exigences? Et je crois que d'ailleurs Worley travaille sur la définition de ces standards, puisque, comme vous l'avez dit, c'est fréquent à terre, c'est moins fréquent en mer, donc on est encore sur quelque chose aussi qui progresse en permanence. Alors déjà, il y a déjà des standards qui existent et qui sont utilisés au quotidien pour le dimensionnement des conduites sous-marines en mer. Et d'ailleurs, il y a des standards qui sont aussi appliqués pour le dimensionnement des conduites hydrogène sur Terre. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà bien connues et bien utilisées par les sociétés d'ingénierie. Et effectivement, pour le dimensionnement des conduites hydrogène en mer, ça va être exactement le même standard qui est déjà existant pour le dimensionnement des conduites méthane en mer. En fait, c'est le même standard. Et c'est juste qu'il y a des requis supplémentaires qui sont définis dans une addition en fait, aux standards qui vont définir en fait, des critères d'acceptance en fait, pour le dimensionnement mécanique. Et donc là, par exemple, effectivement, là, on fait partie du GIP. En fait, c'est une étude qui est faite avec DNV et qui amène au développement de cette addition au standard qui va être utilisée pour le dimensionnement des conduites sous-marines en hydrogène. Et là, par exemple, dans le cadre d'un des projets qui est sur le diagramme, le standard qui est existant pour les dimensionnements, pour le design des conduites en méthane, on a pris des conduites sous-marines, des morceaux de conduites sous-marines qui devaient être posés à 2200 mètres de profondeur, donc bien plus profond, en 32 pouces, donc on est proche du 42 pouces du Barmar. Et du coup, avec des pressions, la pression de design était de 300 bars, donc c'est énorme. Et ces conduites-là, on a pris des morceaux de conduites qui nous ont été fournis par des fabricants, et on les a envoyés dans des laboratoires. Et on a mis ces morceaux de conduite sous pression extérieure jusqu'à ce qu'ils s'écrasent du fait de la pression extérieure, pour justement vérifier en fait que les équations qu'on utilise pour le dimensionnement soient bien en accord avec ce qui se passera quand la conduite sera dans la mer. Et ça nous a permis en fait de mettre à jour le standard. On a revalidé tout ça avec, donc du coup c'est des tests qui ont été faits en laboratoire avec DNV, avec d'autres partenaires, plusieurs laboratoires, avec plusieurs sociétés, plusieurs fabricants, justement pour pouvoir mettre à jour le standard qui est utilisé pour le dimensionnement des conduites en mer. Sur ce sujet, Thomas Hulot, quand vous allez sélectionner les prestataires qui vont fournir, et ça va être
un chantier assez gigantesque, les 250 000, je crois, tubes de 12 mètres de long. Est-ce qu'il y a un travail justement pour aller contrôler en usine la qualité des aciers, pour aller s'assurer, avant même que ça arrive dans le bateau, dans le navire de pose, est-ce qu'il y a déjà un travail pour contrôler la qualité ? Oui, bien sûr. Alors, c'est 35 000 tubes. Ça fait un peu moins déjà. Mais on a effectivement tout un travail avec... donc, que ce soit les 3 actionnaires qui participent à Barmar, Terega, Natran et Nagas, on a tous des spécialistes forcément de ces parties-là techniques du projet, et notamment des tubes, qui sont en lien permanent avec les fabricants du monde entier pour justement s'assurer du niveau de qualité qu'ils permettent d'offrir. Donc on est en lien permanent avec eux pour travailler sur nos ouvrages gaz naturel et pour faire évoluer les standards de fabrication de chacun et pour voir à quel point les fabricants sont en mesure de nous fournir des tubes qui répondent aussi aux standards de développement de canalisation d'hydrogène. Donc c'est quelque chose qu'on fait effectivement, et pour le projet Barmar, vu que la canalisation est quand même d'une dimension particulière, 42 pouces, on l'a dit, c'est un assez grand tuyau et puis c'est offshore, eh bien, on va forcément avoir d'autant plus de vigilance et faire des contrôles avec des laboratoires indépendants pour s'assurer qu'on travaille avec un fournisseur qui nous fournisse des tubes qui ont été testés, éprouvés et dont on est certain qu'ils vont bien faire le travail une fois qu'ils seront installés au fond de la mer. Merci. Peut-être vous vouliez compléter, oui, Christophe Rassier, allez-y. Je voulais juste rajouter à ce que disait Thomas, c'est que tous les tubes, déjà à la fin de fabrication, sont testés, 100% des tubes sont testés au niveau hydrostatique. Donc, veut dire, c'est même avant d'aller sur la barge, quoi. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, donc effectivement en usine on regarde toutes les process de fabrication, on s'assure que tout ça soit bien certifié, et une fois que la canalisation en mer est posée, il y a effectivement une épreuve, ce qu'on appelle une épreuve, qui va nous permettre de contrôler que toutes les soudures qui ont été faites, de reconfirmer, puisqu'on a dit on fait des contrôles radio et des contrôles ou des contrôles ultrasons de chaque soudure, mais une fois que tout ça est au fond de la mer, on fait ce qu'on appelle un test hydrostatique et on s'assure que la canalisation est bien étanche avant de la remplir d'hydrogène. Alors ça c'est la question de la question de la canalisation elle-même, des tubes. Maintenant il se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand la canalisation arrive au fond de l'eau. Comment est-ce que ça réagit aussi avec l'environnement? Parce que c'est une chose de savoir poser la canalisation, et en effet il y a quand même plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le domaine du gaz naturel et du pétrole à ce sujet. Mais la question, c'est aussi de réussir à le faire avec le moins d'impact possible. Donc, Roger Kader, vous êtes justement spécialisé sur l'étude de l'impact environnemental de ce type de projet. Justement, sur des projets comparables, qu'est-ce que vous constatez au niveau de l'environnement? Et je précise, Roger, donc vous arrivez de Barcelone. Merci de participer. Et vous allez répondre peut-être en anglais, puis Thomas traduira. Vous allez essayer en français. Et puis, si nécessaire, Thomas complétera. Donc, qu'est-ce qu'on voit au fond de la mer quand il y a une canalisation? Ça, l'impact de l'installation de la canalisation sur le fond de mer dépend de la stratégie ou technologie d'installation et protection. Par exemple, s'il y a un épaisseur suffisant de sédiments qu'on peut complètement enterrer la canalisation dans les sédiments, alors on peut voir que l'impact s'est limité à une altération qui est significative et profonde de le sédiment. Cet impact est très local parce que la largeur de sédiment qui est impactée, c'est un peu plus que la largeur totale de la canalisation. Et on a observé aussi que c'est un impact que c'est temporal et que de manière complètement naturelle et spontanée, basiquement pour l'action de les courants et aussi des organismes marins, il va ce qui passe, c'est un processus de renaturalisation que avec le passage du temps, le substrat marin est complètement récupéré. C'est un impact qui est temporel et réversible. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce qu'on voit sur les photos, puisque ça, c'est des photos que Technoambiente a fournies avec des études que vous allez réaliser. Je crois que c'est un câble électrique, effectivement, qu'on voit là. Oui, c'est un câble électrique, c'est la Méditerranée espagnole.
c'est pas une canalisation de gaz, mais la technologie de l'installation et de protection, c'est exactement la même. Ici, ce qu'on a fait, c'est les technologies de les plugging que tu as expliqué, Thomas, avec ces charrues. La première photo, on peut voir le câble qui est posé sur le fond. La deuxième photo, le processus de protection avec ces charrues au plugging a été réalisé. C'est 2 mois après. Ce qu'on peut voir, c'est une perturbation dans le fond marin notable. Aussi, il y a une affectation sur la hydrodynamique qu'on peut voir avec cette accumulation de matière organique. Après, la troisième photo, c'est après 9 mois. 9 mois, c'est la perturbation sur la surface du sédiment, c'est pratiquement imperceptible. Et après, la quatrième photo, c'est après 2 années. Ici, c'est absolument impossible de trouver aucune perturbation sur le fond. Le fond s'est complètement récupéré d'une manière naturelle. Ça, c'est pour la forme. La forme de sédiment. C'est vrai que pour les animaux qui vivent dans le sédiment, ces animaux sont très, très, très sensibles à la caractéristique de le sédiment. Alors, pour ces communautés biologiques qui habitent dans le sédiment, la récupération c'est un peu plus longue. C'est probablement 2-3 années qu'il faut de récupérer la communauté biologique des animaux qui vivent dans le sédiment complètement récupérée. Notre expérience dit qu'après 2-3 années, l'impact est complètement récupéré et l'environnement s'est complètement récupéré. Et juste pour compléter là-dessus, tu nous as envoyé aussi quelques autres exemples, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait de potentiellement enterrer, enfouir la canalisation. Donc ça, c'est quand le substrat, quand le sol est meuble. Et donc on disait que côté français, c'était souvent le cas. Donc il y a les 2 autres configurations qui vous ont présentées ici. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, si il n'est pas possible d'enterrer la canalisation ou aussi toutes les structures qu'on pose sur le fond marin, par exemple l'enrochement qu'on peut poser pour la protection de la canalisation, ça c'est ce qu'on appelle un effet de récif artificiel. Et ça c'est un phénomène qui est très bien étudié, très bien connu, que ça c'est les résultats, c'est qu'il y a un incrément, c'est correct? Une amélioration ou une augmentation de la biodiversité en général. Parce que il y a plusieurs, en général, spécialement où le substrat est meuble. Si on déposite là un récif artificiel, ça c'est un pôle comme d'attraction pour beaucoup d'espèces qui s'installent là. À quelle vélocité cet récif artificiel est recolonisé, ça dépend de la profondeur, de las conditions hydrodynamiques et aussi de la communauté qu'il y a à l'environ de la canalisation, par exemple. Parce que cette recolonisation se fait à partir de larves qui arrivent pour le plancton et pour le courant que des environs de ce qui est de l'habitat qui est autour. Si nous avons une communauté avec adultes reproducteurs qui produisent une larve, alors c'est plus facile et plus rapide la recolonisation. Ici, on voit un exemple, la première photo supérieure à droite, on voit une recolonisation d'une installation qui s'est faite avec la méthodologie de la trenching, c'est une tranchée qui est couverte avec béton pour la protection, mais c'est béton, mais c'est exactement la même chose si un rocher de protection. On veut que la communauté est complètement récupérée très rapidement parce que c'est une communauté d'algues. D'algues, oui.
La deuxième photo inférieure à gauche, ça c'est une canalisation de pétrole à une profondeur qui est très pareille à la profondeur de ce projet Barmar, un peu plus profond, ça c'est 140 mètres. On voit que la canalisation est colonisée par les tométras et huîtres, une espèce d'invertébrés. Et la troisième photo, c'est pareil à la première, c'est pour montrer comme ici, autrefois c'est le bloc de béton, mais c'est une circonstance qui est très pareille à les recherches de protection qui sont rapidement colonisées. Ouais, je voudrais rajouter qu'en mer du Nord, par exemple, les pipelines au-dessus de 16 pouces ne sont souvent pas ensouillés et donc sont signalés sur les cartes. Mais on sait très bien, même s'ils sont signalés sur les cartes, on sait très bien que les pêcheurs viennent tout près des pipelines parce qu'ils savent qu'il y a toute une nouvelle biodiversité ou un nouveau système qui s'est installé. Et donc, il peut y avoir des incidents. C'est pour ça que certains pipelines sont protégés par des qu'on a parlé d'enrochement, parce qu'on sait très bien qu'ils vont peut-être être heurtés. Et donc, il y a tous des calculs qui sont faits pour designer les pipelines, concevoir en cas de choc vis-à-vis des pêcheurs qui sont avec des instruments qui sont très importants et très conséquents. Voilà. Donc ça veut dire que quand il y a une canalisation, il n'y a pas forcément d'appauvrissement de la biodiversité, il y a un effet immédiat. Et après, parfois, il peut y avoir au contraire même plus de biodiversité qui se développe, mais qui n'est pas forcément celle qu'on avait au départ, en tout cas. Donc il y a une modification, en tout cas. Oui, il y a une modification parce que ce qu'on fait, c'est l'introduction d'un substrat dur que peut-être qu'il n'existait pas avant de l'installation. Mais en général, c'est un phénomène qui est très bien étudié, qu'il y a un améliorement de la biodiversité. Et du coup, donc, pour faire le rapprochement et vraiment le parallélisme avec Barmar, on parlait du côté français où on va, d'après la nature des sols qu'on a étudié et qui semble meuble et propice à l'enfouissement partout, on serait plutôt côté français, en fait, dans le cas de figure qu'on a montré tout à l'heure avec le câble et avec ce que tu as montré ici, c'est ça ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ensouillage, voilà, qu'on appelle ploughing en anglais, mais c'est l'ensouillage. Alors, on peut imaginer qu'au fond de l'eau, globalement, on a un fond qui peut être propice en grande majorité, en effet, à l'ensouillage en France. Parfois, il peut y avoir des obstacles. On peut imaginer qu'une canalisation, c'est quelque chose quand même de très rigide, de l'acier, du béton. Est-ce qu'on est capable de faire un tracé qui, malgré tout, va... slalomer, c'est peut-être un grand mot pour une canalisation, mais qui va réussir à éviter en tout cas ces obstacles, soit obstacles techniques, soit obstacles parce que gros enjeux de biodiversité. Est-ce qu'on sait faire des évitements ? Alors on sait faire, mais on n'est quand même pas sur un objet qui est hyper souple. On a parlé tout à l'heure de la pose et de la nécessité d'avoir un tensionneur, un stinger pour être sûr que la canalisation ne se plie pas, en fait, qu'elle ait juste une flexion, mais qu'elle garde sa forme circulaire, on va dire cylindrique. Et donc on a des épaisseurs d'acier importantes, on en a parlé, on a aussi du béton et une épaisseur de béton qui nous permet de protéger cette canalisation, ce qui offre quand même une certaine rigidité à la canalisation. Donc oui, on peut faire des évitements, et d'ailleurs on est vraiment dans le cadre d'un projet où on fait tous nos efforts en ce moment avec les études environnementales et puis avec les études techniques pour justement trouver le meilleur tracé et faire ce qu'on appelle des micro-routings, donc des petites déviations pour éviter une zone rocheuse avec des coraux, pour éviter une zone particulièrement sensible. Et donc on y arrive dans la plupart des cas. On ne peut pas non plus zigzaguer, on ne peut pas faire de slalom avec notre canalisation, mais par contre dévier de quelques dizaines de mètres ou de quelques centaines de mètres, ça on sait le faire. Par contre, ça implique de réfléchir vraiment à une trajectoire, puisque à partir du moment où on fait une déviation, vu la rigidité de la canalisation, il faut quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres pour récupérer la trajectoire initiale. Et après, peut-être pour expliquer un peu la façon de dimensionner les conduites et de définir ce routing, le passage par où passe la canalisation. En fait, il faut imaginer qu'au début, comme tu expliquais pendant la présentation initiale, il y a un corridor qui est assez large qui est étudié, un corridor d'études.
et qu'il y a des études enfin, on collecte, quand c'est sur Terre, c'est plus simple parce on peut utiliser les vues satellites et les vues 3D pour imaginer en fait le passage d'une canalisation, et puis il y a tout l'aspect cadastral. En mer, c'est complètement différent. Et du coup, il y a des bateaux qui vont aller cartographier en fait le fond sous-marin avec différentes granulométries. Et au début, c'est des cartographies qui sont assez grossières, qui permettent d'identifier un routing un peu plus précis avec les études environnementales où on évite les zones à éviter. Et puis après, petit à petit, on arrive à affiner le tracé. Et dans ce corridor, en fait, on arrive à un tracé qui a finalement évité tous les obstacles. Et on parle d'obstacles souvent dans un plan vertical, un plan horizontal, mais il faut aussi imaginer que la conduite, en fait, elle a des obstacles aussi dans un plan vertical parce qu'il faut qu'elle soit quasiment tout le temps avec du support dessous. On ne peut pas avoir une conduite qui va passer d'un rocher à l'autre avec toute une longue portée sans être soutenue. Sinon, elle pourrait se plier. Donc il y a tout ça aussi qui est à prendre en compte. Et alors, pour les études, forcément, il y a une partie bibliographique au début, mais ensuite, avant, il faut aller sur le terrain. C'est ce que vous disiez. Roger, vous participez à ces études. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour étudier un projet sous-marin? C'est quand même très différent d'un projet habituel terrestre. Oui, ça c'est un travail qui s'est fait en deux phases différentes. La première phase, c'est la phase qu'on appelle la phase de géophysique, où on utilise des moyens comme le multibeam EcoSounder, qui est un appareil qui peut faire une carte très, très, très détaillée en 3 dimensions de le fond marin, et aussi le sonar. Avec ça, on peut avoir une carte très, très, très détaillée de ce qu'on appelle la géomorphologie de le fond marin. Après, dans une deuxième phase, il faut transformer cette cartographie géomorphologique en une cartographie des habitats marins, habitats et espèces. Alors, dans cette deuxième étape, que c'est où nous, les biologistes marins, intervenons, on fait ce qui s'appelle, ça vient de l'anglais, c'est ground truthing, que c'est comme une vérification sur le terrain. Parce que les moyens géophysiques sont moyens indirects, sont moyens basés en l'émission d'un signal acoustique et réception de signal acoustique. Maintenant, dans cette deuxième phase de vérification sur leur terrain, on va réellement prendre des échantillons avec le grappe et aussi à avoir des filmations avec les robots sous-marins pour transformer cette cartographie géomorphologique en une cartographie des habitats, que c'est la principale outil pour designer un bon routing de projet et éviter ou minimiser les impacts. Et donc à un moment, on connaît très bien à un moment le fond marin. Et comment est-ce qu'on s'assure que l'itinéraire qui a été défini est bien celui qui va être suivi par la canalisation? Parce que le bateau est immense, la mer encore plus. Et comment est-ce qu'on est sûr que, peut-être Thomas Holleau ou Christophe Rassier, peut-être que le tracé final va bien correspondre à celui qui était sur les cartes? Ça se fait en simultané avec la pose, c'est-à-dire que, comme il a été expliqué tout à l'heure par Thomas, il y a un bateau qui est derrière et avec ce qu'on appelle un ROV, Remote Operated Vehicle, qui est un petit robot sous-marin et qui suit en permanence la route du pipe, ce qu'on appelle le touchdown point, c'est-à-dire le point où on touche le fond. Et il faut voir en face de ça, il y a des cartes avec donc le pipe peut être dans un corridor, c'est-à-dire il a droit plus ou moins, on va dire 5 mètres de chaque côté. Et on vérifie que le pipe en direct tombe dans ce corridor. Si bien sûr on s'aperçoit que dû au courant, le pipe va plutôt à droite, aussitôt la barge va aller un petit peu plus à gauche, de manière à ce que le pipe tombe exactement dans le corridor qui lui a été dédié dès le départ. Voilà. Donc la précision, c'est quelques mètres, c'est ça? Oui, après il faut imaginer que ces barges d'installation, elles ont un système de positionnement GPS qui est très précis avec des moteurs
enfin des propulseurs à plusieurs par côté. Donc en fait, elle est tout le temps positionnée dynamiquement. C'est plus des barges avec des ancres comme on avait avant. Il y a encore, je sais pas, 10-15 ans, même plus avant, je pense. Elles existent encore. Hein. Ouais. Elles existent encore. Mais là, les bateaux dont on parle, ils sont tous équipés de ce qu'on appelle un dynamic positioning. Et du coup, la barge, elle est en permanence mobile et pas ancrée, en fait. Voilà. Alors des navires comme ça, ou enfin des barges ou des navires, je ne sais pas quel est le bon terme d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent faire ça. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus justement sur le type d'entreprise qui peut conduire ce challenge qui est la pose de la canalisation? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément d'entreprises qui peuvent poser ce genre de conduite. Et il n'y a pas énormément de bateaux ou de barges qui peuvent faire ça non plus. Et d'après les premières études qu'on a, il y en a 2 sociétés. Du coup, c'est Saipem, une des sociétés basée en Italie, pardon, qui a du coup un bateau qui s'appelle le Castorone, qu'on peut voir en bas à droite, qui est justement fait pour installer ce genre de canalisation. Donc là, sur le Castorone, il me semble que les tubes de 12 mètres sont préassemblés en double tube, donc de 24 mètres, et qu'après, ils sont positionnés sur la ligne d'installation, et après, qui partent dans le Stinger. Et après, il y a une autre société qui s'appelle Holcys, qui eux est basée aux Pays-Bas, qui ont 2 bateaux, parce que là on parle de bateaux d'installation, notamment qui peuvent faire ce genre d'installation. Et là c'est le Solitaire qu'on voit à gauche et le Pioneer Spirit qui est à droite, et qui eux, pareil, ont le même genre d'installation. Voilà. Après, il n'y a pas de société en France, malheureusement, qui peut faire ça. Et juste pour en dire un peu plus techniquement, c'est des bateaux qui travaillent donc en 24 heures sur 24. Tu nous as parlé tout à l'heure, Christophe, du coût de ces bateaux. Donc évidemment, le temps est précieux, on comprend bien. Donc, c'est des bateaux qui avancent vite. On est quand même sur une construction qui va beaucoup plus vite qu'une construction terrestre. Là, on parle de bateaux qui avancent de 2 à 4 km par jour. Donc c'est un chantier qui va quand même avancer relativement vite. On va passer un peu plus de temps au point de départ et un point d'arrivée parce que les points de connexion et puis ce qu'on expliquait tout à l'heure avec le microtunnel, ce sont des étapes qui prennent un peu plus de temps, enfin en tout cas qui prennent plus de temps sur un point géographique donné. Mais ce chantier de pose de pipe, c'est un chantier qui avance relativement vite et qui va donc être peu visible au final puisque 2 à 4 km par jour, ça veut dire que le bateau est visible de la côte quand on passe pas très loin des côtes, est visible de la côte un jour, le lendemain il est plus là. Oui, c'est ce qui parfois fait le choix de passer par la mer, puisque je veux dire, en fait, comme l'a dit Thomas, on va bien plus vite qu'à terre. Et donc, des fois, le choix est fait, on passe par la mer, c'est quand même... alors, le choix est coûteux, mais plus simple. C'est vrai que c'est coûteux, donc on n'a pas pu proposer au public de visiter un navire de pose parce qu'à 1 million la journée, c'était un peu compliqué d'organiser ça avec eux. Mais peut-être que si un jour le projet se concrétise, on pourra voir ces navires au large des côtes occitanes. Alors ça, on a parlé de la pose, mais il y a aussi la question de la maintenance. Parce que par contre, quand on est sous l'eau, vous l'avez dit, on va vite pour la pose, mais il faut pouvoir maintenir, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on procède à la surveillance et à la maintenance d'une canalisation qui est par 50 à 120 mètres de profondeur? Alors on procède un peu de la même façon dont on procède sur Terre, avec du coup des outils propres à la mer. Quand on inspecte une canalisation, et donc Terregan, Natran et Nagas, comme je vous le disais, sont des opérateurs historiques de canalisation de transport de gaz naturel. Il y a 2 types d'inspection. Une inspection interne, on utilise des pistons instrumentés qu'on fait cheminer dans les canalisations et qui nous permettent de contrôler périodiquement, donc en terrestre c'est tous les 5, tous les 10 ans. On fait passer un piston instrumenté qui nous permet de nous assurer que l'épaisseur d'acier est toujours là, qu'il n'y a pas de défaut de corrosion, qu'il n'y a pas d'anomalie en tout cas sur l'acier. Donc c'est des pistons qui sont vraiment dotés de plein d'instruments qui nous permettent de voir en tout point quelles sont les caractéristiques 3D de la canalisation. Est-ce qu'elle n'a pas été déformée ? Est-ce que, donc je le disais, les épaisseurs d'acier sont toujours là et est-ce qu'il n'y a pas de défaut? Donc ça c'est l'inspection interne. Ça ressemble à quoi, un piston instrumenté? Un piston instrumenté, c'est, comment vous expliquer ça? Ça ressemble à un espèce de, on va dire, de bouchon. Il faut imaginer vraiment un piston comme un piston
un piston hydraulique, j'en sais rien, un piston de pelle mécanique par exemple, qu'on installe au début de la canalisation via une porte d'entrée qu'on appelle une gare racleur. Et c'est ce piston, en fait, on va l'envoyer cheminer dans la canalisation par un jeu de pression. Donc on pilote la pression en permanence et on pilote la position de ce piston instrumenté. Et à la fin, on récupère, il enregistre lui toutes les données, on le récupère à l'arrivée par une autre gare racleur, donc une porte de sortie. Et une fois qu'il a enregistré toutes ces données, on les analyse, on les traite et on regarde en tout point de cette canalisation comment la canalisation a gardé son intégrité ou pas. Et ça nous permet d'intervenir si vraiment il y a des problèmes qui pourraient nuire à la durée de vie de l'installation. Donc ça, c'est l'inspection interne. Et maintenant, pour l'inspection externe, donc en terrestre, on fait ce qu'on appelle du marchage, tout simplement. On va marcher au droit de la canalisation pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouveautés, pas d'éléments nouveaux sur le tracé de la canalisation qui menace celle-ci. En mer, on va faire la même chose, mais toujours avec nos petits ROV. Donc, c'est ces petits robots sous-marins qui nous aident à pas mal de choses en fait au cours de ce projet. Ils nous aident à faire les investigations environnementales, ils nous aident à savoir exactement où on pose la canalisation. Et ils nous servent aussi en phase de maintenance à contrôler que le fond de la mer est toujours là, qu'on a toujours la couverture de sédiments espérés au-dessus de la canalisation et qu'il n'y a pas d'événement qui est survenu et qui soit de nature à nuire à l'intégrité de la canalisation. Alors, il y a eu un événement marquant sur les questions de canalisation il y a maintenant plusieurs mois, même presque quelques années. C'était le sabotage de la canalisation Nord Stream en mer du Nord. Alors forcément, c'est un événement exceptionnel et des circonstances surtout particulières. Sans aller sur ces aspects de sabotage, qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident un peu sérieux sur une canalisation? Est-ce qu'on est capable de faire une grosse réparation si une canalisation est endommagée dans le fond marin? Alors je vais laisser cette partie de la réponse à Christophe, mais simplement pour un peu de contexte vis-à-vis de Nord Stream versus Barmar, on n'est pas dans les mêmes configurations exactement. Donc c'est un acte de malveillance comme il peut y en avoir sur tout type d'installation et effectivement c'est parfois dur de s'en prémunir, mais ce qui est, on va dire, rassurant sur Barmar, c'est que on est à peu près sur les mêmes profondeurs. Par contre, on est sur un domaine territorial qui n'est pas le même. C'est-à-dire que Barmar chemine soit en eau territoriale, soit en zone économique exclusive. On n'est jamais dans ce qu'on appelle les eaux internationales, où il n'y a pas forcément, ou en tout cas il y a moins de pouvoir des contrôles des autorités nationales. Donc là, on est toujours sur le territoire national, même s'il y a un Z2, c'est un statut un peu particulier. Et en tout cas, on est toujours suffisamment près des côtes pour qu'il y ait une surveillance ou en tout cas une souveraineté qui soit la responsabilité de l'État. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que on a dit, beaucoup de canalisations en mer du Nord ne sont pas enfouies. C'était le cas de Nord Stream, donc elle a été simplement posée au fond. Et là, on est sur une canalisation donc, qui, comme on l'a vu sur les photos présentées par Roger tout à l'heure, va disparaître. Et donc forcément, un acte de malveillance, même sur une canalisation qu'on ne voit pas, c'est plus dur. Et je vais laisser sur la partie, effectivement, même si ça arrive, si on a un défaut suffisamment grave pour avoir une fuite ou un acte de malveillance comme ça, je vais laisser la réponse à Christophe pour les réparations éventuelles. Oui, alors premièrement, naturellement, j'en ai, sur des canalisations de cette taille, j'en ai jamais vu. Mais comme l'a montré Nord Stream, il a fallu mettre des explosifs pour que la canalisation explose, quoi. Donc ces genres de canalisation, oui, c'est réparable. C'est pas un projet facile. Je vais être très honnête. Faut couper au fond de la mer. Si on se retrouve à 100 mètres de profondeur, faut que des plongeurs travaillent à ces profondeurs. Donc c'est des mélanges très spéciaux. Faut des équipements également. Si on veut ressouder, il faut imaginer qu'on va envoyer. Si on veut s'amuser à ressouder, on peut le faire également sous l'eau, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser, c'est un grand mot, on peut arriver à ressouder complètement une canalisation de cet ordre-là, mais c'est des équipements qui sont assez imposants. Et comme on a parlé un petit peu des travailleurs qui étaient sur les barges, il faut imaginer, comme on a dit, c'est une usine 24 heures sur 24 avec 300-400 personnes qui travaillent, là, tout le monde était autonome au niveau. Et ben c'est pareil pour les plongeurs, ils doivent être, eux, pareil, travailler 24 heures sur 24 en pression. Donc c'est des équipements assez importants, mais ça se fait. Mais bon,
Le mieux, c'est de l'éviter. Donc, la protection en amont, on a bien compris que, à la fois, la proximité des côtes et le fait que la canalisation est toujours protégée ou quasiment toujours protégée, c'est quand même une différence fondamentale. Peut-être avant de conclure, une dernière question pour Thomas Hulot, mais peut-être aussi pour tous ceux qui travaillent de près ou de loin sur ce projet. Quels sont les casse-têtes techniques que l'on a quand on travaille sur un projet comme celui-ci actuellement? Quels sont les plus... On a vu qu'en fait, il y a quand même quelques éléments qui finalement renvoient à des choses très connues sur les canalisations qui existent depuis des dizaines d'années. Mais quels sont, dans ce projet Barmar, les défis auxquels vous êtes confrontés et qui ne sont pas forcément faciles à résoudre? Pour moi, le défi, c'est prévoir l'avenir. C'est-à-dire qu'on est sur un projet qui est là pour au moins 40 ans. C'est aujourd'hui la durée de vie de design de cette installation. On a des installations de canalisation terrestre qui sont là depuis 70-80 ans aujourd'hui sur nos réseaux. Donc on définit cette installation pour 40 ans, mais elle pourrait rester là plus longtemps que ça. Et ce qui est important, c'est d'essayer, ce qui est compliqué, qui fait la complexité, c'est d'essayer d'imaginer tous les scénarios. Tous les scénarios, j'imagine notamment des scénarios de débit, de pression qu'on pourrait avoir dans la canalisation, puisque c'est des paramètres qui ont une influence assez importante sur la façon dont on design l'installation, sur les épaisseurs d'acier. On est sur l'installation, sur un projet d'énergie renouvelable. On connaît l'intermittence de ces énergies renouvelables et on sait que potentiellement on peut avoir des variations de pression assez régulières sur ces canalisations, chose qu'on a un peu moins sur des canalisations de gaz naturel, puisqu'on n'est pas par définition sur des énergies renouvelables et donc pas intermittentes. Et donc ça nous fait réfléchir aux cycles de pression, et ces cycles de pression peuvent avoir une influence sur les épaisseurs d'acier. Donc plus on a de variations de pression, plus on aurait tendance à vouloir renforcer la canalisation et mettre des épaisseurs d'acier importantes. Et c'est tout le calcul qu'on est en train de faire pour s'assurer que ces scénarios-là, qu'on prenne des scénarios suffisamment pessimistes, et c'est le cas, hein, aujourd'hui on prend des scénarios très pessimistes pour être sûr que il n'y ait pas de surprise et que la canalisation tienne bien, le design tienne bien, résiste bien à l'épreuve du temps et donc au moins les 40 années qu'on lui prévoit. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis bien sûr, après, il y a l'autre complexité, c'est de trouver le meilleur tracé. Ça reste quand même du domaine des choses qu'on a plus l'habitude de faire sur des canalisations terrestres. On a l'habitude de mêler la technique et de mêler l'environnement. Ce que je trouve qui est très intéressant sur ce projet, c'est que généralement, et c'est pas toujours le cas sur tous les projets, notamment terrestres, là on est quand même sur un projet où et les enjeux techniques et les enjeux environnementaux sont au même endroit. C'est-à-dire qu'avec une canalisation sous-marine, on va vouloir, pour pouvoir enfouir notre canalisation correctement, pour pouvoir choisir le meilleur tracé, on va vouloir éviter les zones rocheuses, on va vouloir se placer sur des zones plutôt sableuses, et les enjeux environnementaux, on les retrouve, en tout cas les plus sensibles, on les retrouve plutôt sur les milieux rocheux. Donc ça, c'est une partie du travail qui nous facilite la vie, parce que sur certains projets, on est obligé de choisir le meilleur compromis, et des fois, on doit trouver un juste milieu entre la technique et l'environnement. Là, en fait, tous les enjeux sont du même côté. Et donc, du coup, c'est assez facile de faire des choix, puisque de toute façon, pour satisfaire les besoins techniques et les besoins environnementaux, il faut prendre les mêmes décisions. Donc si c'est bon pour la technique, c'est bon pour l'environnement aussi en général. D'accord. Ouais. Bon, bien, merci à tous les quatre pour ces précisions. J'espère que ça aura aidé les gens qui nous regardent à mieux comprendre le projet sur ses aspects techniques. Si malgré tout, il y a encore des questions, et je pense qu'il y en aura, bien sûr, vous savez que la concertation, le but, c'est aussi de poser des questions via les différents outils, notamment les registres numériques. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions, et si elles sont techniques, bien peut-être qu'il faudra se concerter un peu avec les experts avant de vous apporter une réponse, mais dans tous les cas, il y aura des réponses à toutes vos interrogations. Merci à tous et à très bientôt.